Solana est passé de 20 $ à 200 $ en 6 mois. Comment ça se fait et jusqu'à où il peut aller? Ce qu'il faut attendre de Solana en 2024, c'est parti. Ethereum, il y a quelques semaines, a mis en place avec succès sa nouvelle mise à jour d'Encun qui permettait de réduire les frais de transaction sur les Layer 2 comme Starknet ou Optimism. Le problème avec les Layer 2, c'est que la liquidité est fragmentée au sein du réseau et que le fait de transitionner d'un Layer 2 à un autre, ça devient très vite très chiant. Faut mettre en place un système de bridge, c'est assez compliqué. Sauf que ça a plus d'avantages que d'inconvénients, donc on le met en place. Mais idéalement, des frais aussi bas, on les voudrait sur le Layer 1 pour que tout puisse se construire directement dessus et éviter tous les différents problèmes que j'ai cités. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'un Layer 1 qui est presque mort pendant le bear market et qui a fait la remontada de l'année. Je parle bien sûr du projet Solana. Solana, c'est un Layer 1 open source qui a été conceptualisé par Anatoly Yakovenko en 2017 et qui a finalement ouvert ses portes en mars 2020. Donc déjà c'est quand même un projet très récent par rapport à sa position sur CoinMarketCap. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est une blockchain qui est connue pour sa grande scalabilité et ses très faibles frais de transaction. En théorie, la blockchain Solana, elle peut gérer jusqu'à 50 000 transactions par seconde avec une latence de 400 millisecondes. Et la finalité peut prendre jusqu'à 12 secondes. En comparaison, Ethereum a du mal à dépasser les 30 transactions par seconde et a une finalité entre 13 et 15 minutes. En plus d'être plus scalable, les frais de transaction sur Solana sont largement inférieurs à ceux sur Ethereum. À l'heure où je tourne cette vidéo, ils sont de 0,0008 $. Mais ce qui est plus important encore, c'est que Solana n'a pas du tout adopté la même stratégie qu'Ethereum pour grandir. On ressent une vraie différence de philosophie, que ça soit dans la gestion de l'entreprise ou dans la technologie. Pour atteindre les chiffres dont je vous ai parlé, qui sont pour le coup très impressionnants, ils n'ont pas eu besoin de rajouter des Layer 2 ou du sharding dans l'exécution des transactions, puisque tout s'est fait directement sur le Layer 1, sur la couche principale. Le fait de faire ça, ça permet de faciliter énormément l'utilisation de la blockchain, et c'est en partie pour ça que Solana est souvent considéré comme user-friendly. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi Solana a réussi apparemment à créer un Layer 1 scalable, alors qu'Ethereum fait appel à des Layer 2 et galère depuis des années. L'autre question qu'on pourrait poser, c'est est-ce que Solana a réussi? C'est ce qu'on va voir aussi. Pour répondre à ces questions, il va falloir s'intéresser d'un petit peu plus près à la technologie et au consensus de Solana. Solana a 4 principales technologies: le Proof of History, la Tower BFT, C-Level et Gulfstream. Bon, bah vous savez ce qui se passe, hein. On y va. Le Proof of History, c'est le socle de Solana. Contrairement aux blockchains traditionnelles qui traitent les transactions de manière séquentielle et qui sont toutes dépendantes du consensus de tout le réseau pour valider l'ordre des transactions, la Proof of History, c'est un mécanisme qui va permettre à Solana d'enregistrer l'ordre et le moment des transactions de manière autonome. Concrètement, pour arriver à un consensus sur une blockchain traditionnelle comme Ethereum, il faut que tous les nœuds du réseau vérifient tous un bloc et le valident pour aller au prochain. C'est comme si dans une chaîne de construction de voitures, tous les employés devaient valider chaque pièce qui est mise pour qu'on puisse mettre la prochaine. La grosse différence sur Solana, contrairement aux autres blockchains, c'est que les nœuds, ils peuvent continuer de produire des blocs même s'ils n'ont pas la validation de l'entièreté du réseau. Donc le mécanisme qui est mis en place, c'est une sorte de parallélisation des calculs, puisqu'on peut tout calculer en parallèle. Donc, première question, si vous avez bien suivi. Comment on sait dans quel ordre on doit inscrire les transactions sur la blockchain, vu que les nœuds ne communiquent pas entre eux et que, en gros, ils peuvent un petit peu valider quand ils le veulent, peu importe ce qui s'est passé avec les autres nœuds. Pour résoudre ce problème, chaque nœud sur Solana est équipé d'une horloge cryptographique. Alors, le mot fait un peu flipper, mais c'est pas si compliqué. Cette horloge, elle va permettre de savoir exactement à quel moment une transaction ou un événement a eu lieu. Ensuite, l'horloge va créer ce qu'on appelle une preuve cryptographique pour assurer la validité de cette information sous la forme d'un hash. Et ce hash, il va également servir à créer les prochains hashes qui vont servir à créer les prochains hashes, ce qui va permettre de créer toute une chaîne de hashes infalsifiables, vu que chaque hash, chaque empreinte cryptographique est liée à celle du hash précédent. Et c'est de cette manière que les nœuds peuvent confirmer de manière indépendante la séquence et le temps des événements sans avoir besoin de communiquer entre eux. C'est une technologie qui est très intéressante parce qu'elle permet d'incorporer le temps au fonctionnement de la blockchain. Et dans un réseau décentralisé, c'est important de pouvoir prouver précisément quand une transaction a eu lieu pour des questions de sécurité. C'est une sorte de gros chaos organisé, comme si chaque employé pouvait mettre les pièces qu'il veut sur la voiture en même temps, mais que au moment où il met la pièce, il y a une entité qui va retenir l'heure pour qu'une fois que la voiture est prête, on puisse dire quelles pièces sont celles qui ont été mises en premier. D'un autre côté, ce système, il va aussi éviter aux nœuds de devoir constamment communiquer les uns avec les autres. Et ça permet de traiter les transactions beaucoup plus rapidement à un moindre coût. Un autre avantage, c'est que la Proof of History, elle va réduire les exigences en matière de stockage et de bande passante pour faire fonctionner le réseau. C'est essentiellement causé par le fait que chaque bloc doit essentiellement stocker une petite quantité de données, à savoir ici le hash du bloc précédent et l'heure générée par cette horloge cryptographique.
cryptographique. Ça permet de réduire les coûts et donc les frais de transaction. C'est stylé à expliquer, j'espère que c'est aussi stylé à comprendre. Mais Solana ne s'arrête pas du tout là. Le consensus de Solana, il se base sur la méthode de Tower Byzantine Fault, la tolérance aux fautes byzantines, ou Tower BFT en abrégé. Cette méthode, c'est une adaptation du BFT classique qu'on peut retrouver sur d'autres blockchains comme Ethereum. Le but de ce consensus, c'est d'assurer que le réseau reste opérationnel, même s'il y a des acteurs malicieux qui y participent. Est-ce que je fais une explication voix off de pourquoi ça s'appelle la tolérance aux fautes byzantines? Allez, pour la culture. Non. Donc en gros, si un ou plusieurs des nœuds veulent manipuler la blockchain à leur avantage, il va falloir s'assurer qu'il y a des mécanismes de défense pour les en empêcher. Le Tower BFT de Solana, il s'appuie sur la Proof of History pour pouvoir valider les blocs. Alors, expliquer en détail comment ça fonctionne, ça serait pour le coup assez long et assez compliqué, mais vous pouvez retenir que chaque nœud du réseau va voter pour la version de la blockchain qu'il pense être la bonne. L'algorithme du Tower BFT va ensuite gérer tous ces votes pour finaliser les transactions, et il faut une majorité de nœuds qui votent pour un hash pour qu'il soit ajouté à la blockchain et qu'il devienne infalsifiable. Tower BFT, ça permet donc d'atteindre rapidement un consensus qui est sûr, même en présence d'acteurs malveillants. Ce système, il permet de grandement augmenter le débit de transactions qui peut être géré par Solana. On en arrive aux deux petits derniers, Sea-Level et Gulfstream. Ces deux-là, ils existent pour s'assurer que chaque transaction se déroule de la manière la plus efficace possible. C'est l'heure de la métaphore bancale, ça faisait longtemps. Imaginez une autoroute. Sur une autoroute normale, tous les véhicules, peu importe leur type ou leur destination, partagent les mêmes voies. Cette configuration, elle peut fonctionner, mais elle n'est pas optimisée. Aux heures de pointe, le trafic s'accumule, ralentit tout le monde, s'il y a un accident, c'est chiant, etc. C'est un petit peu comme les blockchains traditionnelles, où les transactions doivent attendre leur tour dans une même pool pour être traité, ce qui crée des goulets d'étranglement et ce qui fait hausser le prix des transactions. Sea-Level, c'est le système qui transforme cette autoroute en un réseau superposé de voies où chaque voie peut gérer un type spécifique de trafic. Ça veut dire qu'en gros, Sea-Level permet à Solana de traiter plusieurs transactions et exécutions de smart contracts en parallèle sans qu'ils interfèrent les uns avec les autres. Donc en gros, c'est comme si sur l'autoroute, on avait les voitures lentes sur une voie, les camions sur une autre, les plus rapides à gauche, etc. Ça permet à tout le monde de se déplacer à leur vitesse maximale sans être ralenti par les autres et de pas être là et se taper un putain de camion qui prend 150 ans pour dépasser un autre, et toi t'es là, t'es derrière les deux en train d'attendre, là, comme un con. Bref. Sur Solana, Sea-Level fait quelque chose de similaire pour les transactions et pour les smart contracts. En identifiant les transactions qui peuvent être exécutées en parallèle sans risque de conflit, Sea-Level va permettre à Solana d'atteindre une plus grande vitesse d'exécution en traitant des milliers de transactions par seconde. Cette capacité à exécuter des transactions en parallèle, c'est comme si votre autoroute avait la capacité magique de s'élargir instantanément pour accueillir plus de trafic au besoin, pour pouvoir assurer que le flux de véhicules reste fluide, même pendant des heures de pointe. En résumé, Sea-Level sur Solana, c'est comme une autoroute pour exécuter les transactions et les smart contracts, où chaque opération peut se dérouler à pleine vitesse sans attendre ni interférer avec les autres. Petite pensée à mon monteur qui va devoir trouver une façon d'illustrer tout ça. D'un autre côté, on a Gulfstream. Alors, on reprend l'autoroute. Normalement, sur une autoroute, les véhicules s'approchent d'un péage et font la queue pour payer et pour passer. Ça crée des bouchons et c'est chiant pour tout le monde, surtout quand il y a les gens là qui mettent 1000 ans pour payer, ils payent en pièces de 10 centimes, ils se mettent trop loin de leur ticket, du coup ils sont obligés d'ouvrir la porte là pour aller le chercher. Je vous déteste. Maintenant, pensez à Gulfstream comme un système de gestion de trafic avancé pour cette autoroute. Ce système, il va se contenter non pas de gérer les files d'attente au péage, mais il va organiser le trafic bien avant que les véhicules n'atteignent le péage en les dirigeant vers les autres voies les plus rapides et en s'assurant qu'ils peuvent passer le péage sans avoir besoin de s'arrêter. Sur Solana, c'est la même chose. Gulfstream agit de manière similaire en distribuant les transactions aux validateurs de façon à ce qu'elles soient traitées de la manière la plus efficace possible pour pouvoir réduire le temps nécessaire pour qu'elles soient incluses dans la blockchain. Les transactions, elles vont être pré-validées et prêtes à être confirmées dès qu'un validateur est disponible. Donc, pour résumer, Solana, ils ont quand même une petite palette de technologies qui est très cool, qui, si on les met ensemble, permet de grandement augmenter la scalabilité du réseau tout en gardant des frais qui sont très faibles. Je vous ai cité les 4 plus importantes selon moi, mais Solana intègre encore d'autres fonctionnalités comme Cloudbreak ou Turbine, qui permettent d'encore plus optimiser la blockchain. Je vous ai mis tous les liens en description. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi Solana, il faut savoir qu'on est quand même sur un projet extrêmement pertinent d'un point de vue technologique, mais aussi extrêmement controversé, qui a connu des très hauts et
des très bas. Avant de se pencher sur l'avenir de Solana, il faut savoir d'où vient le projet et quelle évolution il a eu depuis son lancement. Actuellement, Solana est à la 4e place des blockchains en termes de TVL avec 3,7 milliards de dollars. En termes de part de marché, ça représente 3,8% environ. C'est pas beaucoup, mais il faut garder en tête que Ethereum représente quand même presque 60% de l'entièreté du marché. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 2023, la TVL sur Solana est passée de 210 millions à 4,2 milliards actuellement. On est quand même sur un petit x17. Surtout quand on sait que le projet n'a failli pas se relever après le crash de FTX. Pour ceux qui n'étaient pas là, il faut savoir que Sam Bankman-Fried, qui était le CEO de FTX et Alameda Research, avait beaucoup investi dans Solana. Mais genre, vraiment beaucoup. Quand FTX a fini par crash, énormément d'utilisateurs et de projets ont quitté Solana en pensant que ça allait être la fin. Le token valait 7 $ à l'époque, bravo à ceux qui en ont acheté au passage, et beaucoup de gens étaient très pessimistes sur l'avenir du projet. Mais l'équipe a continué à build et le projet a fait un comeback assez impressionnant. Une chose qui a énormément contribué au retour de Solana, c'était les meme coins comme Bonk qui ont permis d'attirer les utilisateurs sur la blockchain et de faire revenir les gens. D'ailleurs, les meme coins de Solana, c'est quelque chose qu'on va voir énormément dans le cycle de 2024. Et on dirait du coup que ces utilisateurs qui sont venus, ils sont restés. Actuellement, les plus gros volumes sur les DEX se font sur Solana, avec presque 12 milliards de volumes sur les 7 derniers jours, ce qui place Solana premier en termes de volume et de liquidité. On a des gros protocoles qui sont développés dessus, comme Marinade, Jito ou Jupiter, et cet afflux de liquidité s'est fait bien ressentir sur le prix aussi, puisque depuis son plus bas, le jeton Sol a fait un joli x20. La proposition de valeur de Solana, elle semble vraiment séduire les investisseurs, et en particulier ceux qui cherchent une blockchain qui est rapide et pas chère. Mais la concurrence est en train de faire de grosses avancées à ce niveau-là. Sui, Aptos, les layers 2 d'Ethereum, Sei, tous ces projets proposent des avantages similaires à ceux Solana. Et c'est quelque chose qui s'est vraiment accentué depuis la mise à jour d'Inkun sur Ethereum qui a divisé les frais de transaction par 10 voire par 20 sur les layers 2. Actuellement, une transaction sur Optimism, ça coûte moins de 1 centime et sur Base, c'est aux alentours des 0,0005 $. Donc, du coup, Solana ne se différencie plus vraiment autant sur ce point. Surtout que ces layers 2, ils ont un énorme avantage, c'est qu'ils peuvent profiter de la sécurité et de la décentralisation d'Ethereum, et Solana a encore quelques lacunes sur sa souveraineté et sur sa sécurité. Par contre, le gros avantage, c'est que Solana permet de réunir toute la liquidité sur une même couche, sur un même layer. Et ça, c'est pour le coup très intéressant pour son utilisation par rapport au layer 2, puisque ça rend la blockchain beaucoup plus simple à utiliser, vu que tout est au même endroit. Et si on regarde, l'un des projets crypto les plus mainstream de l'histoire, Stepn, était sur Solana. Alors peu importe comment ça s'est fini, on s'en fout. C'est quand même une belle preuve de la face grand public de cette blockchain. Un point important à aussi prendre en compte, c'est que Solana a la fâcheuse tendance à planter. La dernière fois, c'était le 7 février 2024 et Solana était down pendant 5 heures. C'est quelque chose qui peut très vite devenir dangereux pour les protocoles de DeFi ou pour les DEX qui ont besoin d'être réactifs pour pouvoir gérer le collatéral d'une position par exemple. Et je pense que la raison pour laquelle on voit pas beaucoup de très gros protocoles se développer sur Solana, c'est justement dû à ça. C'est le gros point négatif sur Solana selon moi. Il n'y a pas assez de très bons protocoles qui se développent sur cette blockchain quand on le compare à Cosmos ou à Ethereum par exemple. Mais même avec ces points négatifs, Solana reste une très bonne blockchain sur laquelle de très beaux projets sont en train de se développer. En fait, cette approche grosse scalabilité, pas de frais, etc., c'est aussi très intéressant pour certains narratifs comme les DePIN, l'infrastructure décentralisée, qui ont vraiment besoin de ce schéma, ou le gaming qui risque de connaître aussi son gros cycle dans le prochain bullrun. Solana est extrêmement bien placé pour ces deux narratifs, donc c'est quelque chose qui est évidemment à surveiller. Solana évolue bien, mais si on regarde un petit peu devant, qu'est-ce qui est en train d'être créé? Une des grosses nouveautés qui est en train d'être construite sur Solana, c'est FireDancer. FireDancer, c'est un nouveau validator client qui est développé par l'entreprise Jump Crypto. Un client validateur, c'est un logiciel client que les nœuds doivent exécuter s'ils veulent pouvoir se connecter à la blockchain. Ce logiciel, il est très important parce qu'il va permettre aux nœuds de participer au processus de consensus, de valider des transactions et d'ajouter de nouveaux blocs à la chaîne. Sans ce logiciel, une blockchain ne peut littéralement pas fonctionner. Sur une blockchain open source, chacun est en théorie libre de développer son propre client dans le langage de programmation qu'il veut. Et du coup, c'est très bénéfique pour la décentralisation du réseau. S'il y a qu'un client pour accéder à la blockchain, ça va créer une sorte de point de centralisation qui rend la blockchain vulnérable à des bugs et à des attaques. Sur Ethereum, par exemple, il y a actuellement 6 clients différents. Le problème, c'est que sur Solana, il n'y en a que 2. Le Solana Labs Client, qui est le client natif du projet et qui est programmé en
Rust, et le JITO Solana Client, qui est un fork du Solana Labs Client, qui est également programmé en Rust. Donc l'objectif de Jump Crypto, c'est de construire un tout nouveau client, mais qui sera pas cette fois programmé en Rust, mais en C++. Dans une démonstration en live en 2022, FireDancer a réussi à gérer plus d'1 million de transactions par seconde. En comparaison, le client de Solana Labs en gère 55 000 dans un environnement de test à peu près similaire. Alors évidemment, cette info elle est à prendre avec des pincettes, il faudra attendre de voir ce qu'il faut en conditions réelles, mais si c'est vraiment le cas, ça serait quand même assez énorme pour Solana. En attendant, l'équipe de Solana estime que FireDancer va booster les transactions par seconde de Solana entre x10 et x100. Bon, la fourchette est assez large, mais dans tous les cas, c'est une très belle avancée. Un autre avantage du C++, c'est qu'il permet d'optimiser les processus et le matériel du côté des nœuds. Concrètement, ça veut dire que faire tourner un nœud sur Solana, ça va être beaucoup plus optimisé et beaucoup moins cher. Ça pourrait diminuer les coûts opérationnels des nœuds et augmenter leur profitabilité. Et plus c'est profitable, plus il y a de nœuds, plus le réseau est décentralisé. Et un dernier avantage, c'est que contrairement aux clients existants, FireDancer sera capable de gérer le sharding, chose qui pourrait encore augmenter très fortement les performances de Solana. Donc très clairement, FireDancer, on en parle très peu pour l'instant, mais ça pourrait vraiment être le catalyseur de la prochaine hype autour de Solana. Le testnet a été lancé en octobre 2023, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations sur la date de déploiement sur le réseau principal. Petit point tokenomique. Le jeton de Solana, c'est le Sol, il a un market cap d'environ 70 milliards, et il se place 5e ou 4e, ça dépend des jours, dans le classement des cryptos. Le Sol n'a pas de max supply fixe, et c'est un jeton qui est inflationniste. Actuellement, l'inflation elle est de 5,4%, et elle risque de diminuer au fil du temps pour se stabiliser autour des 1,5%. Le token, il a des utilités qui sont classiques, payer les frais de transaction, récompenser les validateurs et les stakers, et la gouvernance. Actuellement, 50% des frais de transaction sont brûlés, et le reste est redistribué sous forme de récompense de blocs, ce qui peut contribuer à instaurer une pression haussière sur le jeton. Bon, après, le projet est ce qu'on peut appeler une VC chain. Ils ont levé presque 360 millions de dollars. Pendant la distribution initiale des tokens, il y avait plus de 50% des jetons qui étaient pour des investisseurs privés, ce qui est absolument énorme, et le projet se ferait totalement détruire s'il faisait ça maintenant, mais les standards évoluent, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de vesting en cours, on est donc tranquille de ce côté-là, mais il y a tout de même 13 millions de dollars de Sol qui sont libérés tous les jours pour l'inflation, puisqu'on est sur un modèle linéaire. A noter quand même que même si Solana a fait une remontada de l'espace, le projet n'est pas encore à son ATH de 250 $, qui va être la target à aller chercher selon moi pour ce bullrun. Alors, je pense clairement que Solana a les forces pour aller chercher son ATH, même si attention, il va falloir qu'elle montre encore beaucoup de solidité pour aller se placer au même niveau qu'un Ether par exemple. Solana, c'est une blockchain assez polarisée en fait, c'est pour ça que c'est compliqué de donner un avis et même de faire une vidéo dessus. Il y a beaucoup de critiques sur Solana, sur son manque de décentralisation par rapport à Ethereum par exemple, et ses problèmes de stabilité, mais force à dire que l'activité sur le réseau ces derniers temps a absolument explosé et qu'on voit de plus en plus de projets qui se lancent dessus. L'arrivée de FireDancer sera très intéressante à surveiller. Si les promesses sont tenues et que Solana en profite vraiment, je pense qu'on pourrait voir apparaître une nouvelle hype autour de cet écosystème. Après, on a aussi ce nouveau débat des blockchains modulaires versus monolithiques. Solana est une blockchain monolithique, elle traite toutes ces différentes couches au même endroit, c'est la même usine qui fait le moteur, la carrosserie, etc. Avec l'émergence des blockchains modulaires qui arrivent, il faudra tout de même se poser la question et se demander si ce fonctionnement est pérenne sur du long terme, même si je pense que c'est pas un standard ou un narratif qui risque d'arriver de sitôt. Beaucoup de très bonnes choses, beaucoup de choses à améliorer sur Solana, mais on a vu que Solana améliorait ce qui était améliorable, donc c'est quand même de très bon augure pour la suite. C'était la présentation de Solana, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie, vous pouvez aimer cette vidéo et vous abonner les gars. Merci encore pour les 50 000 abonnés. C'était Iril, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao.